Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment travailler avec une API externe en récupérant des données et les affichant au niveau de notre écran. Alors dans les précédentes vidéos sur notamment la playlist de Dart, si je reviens ici, vous revenez au niveau de la chaîne si vous n'avez pas déjà vu cette partie-là. On a ici une playlist sur Dart et puis en scrollant à cet endroit-là, j'ai une partie où je parle de utilisation des packages. D'ailleurs, c'est le seul package que j'avais donné exemple ici. Donc je vous invite à aller voir ici le package HTTP ici qui nous permet donc de récupérer des données depuis sur Internet. Alors ce package là, vous pouvez aussi l'installer depuis le pub ici. Si je fais pub.dev ici, je peux rechercher ici HTTP. Et normalement, il va. Alors là, j'ai l'impression que la recherche ne passe pas. Voilà. Et c'est le troisième ici. Vous pouvez également venir ici filtrer en fonction de Flutter ici pour voir ici les packages qui sont supportés ici par Flutter. Notamment celui-là, c'est le package officiel. Et vous pouvez donc, vous avez la possibilité ici de l'utiliser. Alors moi, ce que j'ai fait ici au niveau du code ici, si je viens au niveau des pub.yaml ici, j'ai rajouté ici une dépendance ici de ce package. Alors j'ai mis juste any. On peut également faire ici mettre la version exacte à cet endroit-là. Donc on voit bien l'autocomplétion à cet endroit-là qui m'aide d'ailleurs. Et puis ensuite faire un pub get ici de ce package-là, Flutter pub get ici. Et puis il va donc installer ici le package. Donc normalement si vous ne retenez plus la version, alors il faut être sûr que cette version-là est compatible à la version de Flutter ici, le SDK que vous avez. Mais sinon de façon générale, vous pouvez juste faire ici un any si vous n'avez pas beaucoup trop de contraintes sur cette version-là d'un package. Donc il va vous donner normalement la version la plus récente. Et puis ici, donc si je reviens sur le main, à cet endroit-là, nous avons ici quelque chose d'assez simple ici, pas trop complexe. On a juste un matériel à ici, nous avons un scaffold et un container qui centre ici juste un texte. Et puis c'est tout. Donc ce que je vous propose ici, c'est d'aller consulter ici l'API qu'on a déjà vu à cet endroit-là. Ici, c'était le Fake Store API ici, et puis prendre la liste des produits ici et les afficher au niveau de l'écran. Si je prends ce lien-là, je le copie ici, on a ici toute une liste de produits. Alors ce que je vous propose ici déjà pour commencer, alors on aurait dû passer sur une nouvelle classe on va dire, mais juste pour simplifier ici, dans les prochaines vidéos, nous allons commencer à structurer un peu plus notre projet pour gérer plus de cas, parce qu'on voit que plus on fait des choses, plus cette classe-là, elle commence à se saturer. Pour le moment, je vais juste créer ici une méthode ici qui va faire ici fetch par exemple, fetch product par exemple, qui s'appellera juste product, et puis qui va retourner en quelque sorte, qui va retourner ici une feature, supposons comme on a vu, c'est des features qu'il va retourner, une feature response, vu que c'est une programmation asynchrone, c'est une fonction asynchrone. Donc ici, ce que je vais faire, c'est une liste, supposons qu'il va nous retourner ici une liste de produits. Pour le moment, cette classe-là, elle n'existe pas, je vais donc la créer juste après. Je vais donc reprendre cette classe-là et le nom de la classe, et puis créer ici une classe qui s'appellera donc product. Et normalement ça va partir, et puis là je pourrais je vais juste rajouter la partie 5 ici à cet endroit là, et il restera donc juste la partie la liste ici qu'il faudra retourner. Pour le moment, si je reviens au niveau de, alors ici, tac, au niveau de ce lien là, et puis je l'affiche, nous avons ici une partie ID, une partie title, price et description. Ce que je vais faire ici, c'est de faire des propriétés ici. Alors cette classe là se comporte en quelque sorte comme si c'était juste un DTO en quelque sorte, et une représentation en quelque sorte de données. Donc je vais faire juste un ID, on aura quelque chose aussi qui s'appellera name, donc ce sera un string, et description, et ensuite on aura un partie price ici. Alors je sais pas si on le laisse en double ou en int, il me semble que ici il est en double, donc on peut le laisser en double aussi. Et donc ce que je peux faire ici, c'est de créer un autre constructeur ici, Alors dans les précédentes vidéos, nous avons vu ici les paramétrages dans l'ordre. Nous pouvons utiliser un constructeur en utilisant donc les paramètres nommés. D'ailleurs, c'est ce que utilise ici Flutter de façon générale. Donc on n'a pas besoin de mettre l'ordre sur la déclaration des paramètres, sur l'appel de la fonction. Par exemple, ici on a des accolades ici qui permettent donc de mettre l'ordre qu'on le souhaite de façon générale. Donc ici, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de faire pareil
ici, donc je copier-coller ça et l'éditer tous en même temps. Donc c'est 10 pour quelque chose comme ceci, et puis là mettre juste un required ici qui indique que ce paramètre là, c'est un paramètre nommé, il est aussi requis donc pour l'initialisation de notre objet. Ce que je vous propose également, alors je vais juste commencer ici déjà par importer ici le package ici HTTP, on va dire, et puis as HTTP. On a déjà vu ça dans cette vidéo là, donc je vous invite fortement à regarder cette vidéo là si ce n'est pas déjà fait. On va essayer d'aller plus vite ici en affichant juste ici le mécanisme ici pour afficher la liste des produits sur l'écran. Donc ce que je reviens ici, donc je prends cette partie donc HTTP et venir donc dans cette méthode là, à cet endroit là. Donc j'aurai http.get ici d'une partie URI, et cette partie URI là, donc j'aurai donc un parse ici de la liste ici de mon URL, de la liste des produits. Donc tac, je fais ça, tac, je récupère ici la liste des produits. Normalement cette partie là, elle va me retourner ici un futur response. Donc ce que je peux faire d'ailleurs, c'est de faire ici juste response si je souhaite, et puis faire un await à cet endroit là. Comme ça on va aller étape par étape, response comme ceci. Donc on aura ici une partie response, et à laquelle une propriété, on peut donc regarder cette propriété là, est-ce qu'elle contient des données, déjà si elle retourne 200 ou pas. Donc ce que je peux faire ici, c'est de regarder response statute code ici à cet endroit là. Si cette partie là c'est 200, donc on sait que la response ici, la requête elle a abouti, donc on peut retourner quelque chose. Sinon on peut par exemple throw exception ici par exemple. Throw exception à cet endroit là, une erreur est survenue à cet endroit là, donc on n'aura pas besoin de retourner ici. Donc je vais juste afficher l'erreur de cette façon là. Ensuite le but ici donc c'est de récupérer ici la liste de produits. Donc je peux récupérer ici, je peux faire un var aussi, ou product comme ceci, product, et récupérer ici donc la partie response ici et prendre le body. Alors le body ici il vient en string, donc il faudrait qu'on utilise donc un JSON decode. Le JSON decode ici il vient donc avec ce package là, Dart convert. Donc vous allez l'importer, c'est un package qui vient déjà avec le framework, donc vous n'aurez pas à installer. Donc je viens donc sur cette partie là, il va me retourner ici, si je regarde ici, il va me retourner juste quelque chose de dynamique en quelque sorte. Donc si je reviens dans ce JSON decode, donc ce que je peux faire ici par exemple, c'est de faire juste, alors c'est pas log, les mauvaises habitudes du JavaScript, donc je peux faire ici product par exemple juste pour voir. Je vais afficher ici le runtime type à cet endroit là. En attendant je vais juste retourner ici une liste vide, on va dire. Alors déjà pourquoi il râle? Donc si je reviens au niveau de la partie state ici, on a vu même dans la précédente vidéo, on a donc une méthode ici initState ici pour initialiser l'état ici de notre stateful widget. Donc ce que je peux faire ici, c'est d'appeler cette méthode là à cet endroit là. Donc c'était fetch product ici, on n'a pas besoin de 10 d'ailleurs, donc on peut faire quelque chose comme ceci. Si je regarde ici, il attend quelque part ici en point virgule, il me semble. Alors pourquoi ça ne marche pas? Donc je vais juste enlever l'écran ici pour voir cette erreur. Donc c'est à cet endroit là, le fetch product exactement ici. Donc je peux le remettre maintenant. Donc si je reviens à cet endroit là, tac, je vais donc essayer d'afficher ici en console ici, donc on voit bien que c'est une liste ici, le JSON decode ici il nous retourne. Donc le but ici donc c'est de faire un map de ça, c'est une liste en quelque sorte, et puis faire un map de ça. Alors juste avant de commencer cette partie là, donc je vais créer ici un constructeur ici qui va partir donc de ça. Par exemple si je fais ici juste je fais un affichage de ça, ce qu'il va nous retourner ici, c'est une liste en fait d'objets de dynamique. Donc on voit bien que ici il a parsé notre objet ici de cette façon là. Donc on peut également réutiliser cette partie là
donc ça c'est un document en quelque sorte, c'est un map en quelque sorte, c'est comme un document JSON qui permet donc de réutiliser cette partie-là. Donc on va avoir donc besoin d'un constructeur au niveau de notre classe product ici. Donc ce que je peux faire ici, c'est de faire un autre constructeur ici, une factory en quelque sorte, qui permet donc de récupérer ici donc une instance ici, un produit. Donc je peux prendre ici product.from JSON par exemple, et puis prendre ici, ce sera donc un map. Les maps on avait vu, donc il a une propriété ici par exemple, chaque élément a une propriété ID, donc je peux faire ici ID, quelque chose comme ça. On a donc une partie clé, une partie value. Donc la partie value, vu qu'on a plusieurs types ici, on a int, double, quelque chose comme ça, on peut donc faire quelque chose comme ceci, donc je peux le nommer ici JSON tout court. Donc c'est une méthode, on va donc devoir retourner ici un objet de product. Donc je peux faire quelque chose comme ceci et retourner donc cette partie-là. Alors ça c'est un petit peu ennuyant, je vais donc copier tout ceci et les faire tous au même moment, comme ça c'est moins compliqué pour moi. Donc je peux virer déjà cette partie-là, donc ça c'est les paramètres nommés. Ce que je peux faire, c'est de revenir à cet endroit-là, donc prendre depuis le document JSON ici, et accéder donc à ces propriétés-là. Alors il me semble qu'on n'a pas name, donc je peux le renommer ici peut-être un title, pour éviter des confusions, donc je peux le renommer à cet endroit-là, à title, et normalement c'est bon à ce niveau. Donc on a ici notre méthode ici qui marche, title isn't a field of one closing class, donc il a raison, donc je reviens, je le remets ici. Ok, et puis donc cette partie là, on avait donc une partie price ici, je pense que je vais le convertir plutôt en, est-ce qu'on a quelque chose ici, double, parse par exemple, on va partir dans, supposons d'un string, et puis comme ça si on est, alors il y a une façon plus élégante de le caster dont je me rappelle plus, donc je vais juste partir sur ça. Maintenant à cet endroit là, si je reviens à cet endroit là, nous avons donc un type de produit ici, alors là c'est var, je peux faire ici pour le forcer à cet endroit là comme si c'était une liste de produits en quelque sorte. Donc on aura quelque chose comme ceci, product, et ensuite on aura juste à retourner ici notre liste de produits. Donc d'ailleurs ici je peux l'appeler juste document par exemple, document, et puis ensuite retourner, faire un map de ça, retourner ici donc la liste en utilisant donc ce constructeur là. Donc ce que je peux faire ici c'est product au singulier, chaque élément de la liste, et puis ensuite donc utiliser la classe ici, donc on n'a pas besoin de tout ça, utiliser la classe ici, utiliser donc le constructeur nommé qu'on a utilisé ici, la factory, et ensuite donner donc le document à cet endroit là. Donc celui-là c'est un type dynamique. Alors qu'est-ce qu'il raconte ici? Il me dit que cette partie-là, microreturn type, iterable for the product, donc il faut qu'on le convertisse bien entendu en liste pour que ça marche. Donc voilà, a priori là on est bon. A priori, donc si je reviens à cet endroit-là, je peux afficher directement ici en utilisant ici la partie print de product, et ou alors là il va juste peut-être afficher quelque chose, instance of future list de produits, donc c'est pas ce qui m'intéresse. Je peux faire ici un then pour pouvoir afficher ici sur mon écran, donc je peux utiliser ici la partie value. Donc si je fais ça, je réactualise, attendre un petit moment, et puis donc il affichera a priori la liste des produits. Ça prend un petit peu de temps, donc en attendant je vais créer ici une liste donc qui va emmagasiner donc cette réponse là. Alors je vais rafraîchir, j'ai l'impression que voilà, là tout à l'heure il était sorti, mais bon, ça prend un petit peu de temps, la liste elle est très grande, ou alors il y a un délai au niveau de l'affichage probablement.
voilà, on a donc ici instance of product, instance of product. Donc il a bien converti ici nos éléments. Donc ce que je peux faire ici, c'est de faire une feature ici de liste pour garder ce résultat-là. Donc ce résultat qu'on a ici depuis cette méthode-là. Donc ce feature de liste de produits. Donc on a quelque chose comme ceci. Et donc je peux faire ici product ou future product. Et donc faire un late ici pour pouvoir l'initialiser ici, vu qu'on l'instancie pas l'objet avec. Donc ce que je peux faire ici, c'est future product égale à ça, à la méthode. Maintenant, nous allons donc revenir, on n'aura plus besoin de cette partie-là a priori pour le moment. Donc ce que je peux faire, c'est de revenir au niveau de l'affichage ici de nos éléments. Donc je peux déjà plier cette partie-là. Et ensuite, le center ici, je ne sais pas si on en a besoin. Pour le moment, je vais juste l'enlever. Donc comme ça, on verra si on va le réutiliser par la suite. Ok. Alors, pour utiliser donc une liste dynamique de cette façon-là, faire des appels donc en utilisant donc la programmation asynchrone, nous avons donc un composant aussi, un widget qui nous permet de faire ça, c'est le Future Builder ici. Donc c'est celui-là qui nous permet donc d'attendre ici, notamment si on a des loadings qui prennent du temps ou ce genre de choses, d'utiliser donc la programmation asynchrone de façon un petit peu particulière. Donc ce que je vous propose donc c'est d'utiliser ce widget-là qui permet donc d'avoir ici, on a ici un futur, la future qu'on aura de nos produits, et puis ici on aura donc un builder aussi. Donc ce que je peux faire, c'est de tout de suite prendre ici donc la partie future et puis l'assigner à cette propriété-là qu'on a. Donc on est bon, et puis on a donc une fonction ici qui est requise ici qui nous permet donc de faire notre build. Donc si je regarde ici la signature, on a donc un contexte ici, un snapshot de liste de produits qu'il aura affecté depuis notre future. Donc j'aurai quelque chose comme ceci, et donc j'aurai un contexte ici. Et puis là, un snapshot. Snapshot. On va essayer de garder la même nomenclature, snapshot. Et puis le type à l'intérieur, c'est list product. Donc le but ici, donc le snapshot dans cet objet-là, c'est de retourner ici la liste de nos produits. Mais vu que ces produits-là ne sont pas tout de suite disponibles, donc ce snapshot ici nous permet donc de travailler en attendant que les produits arrivent et pendant ou s'il y a une erreur. Donc ce qu'on a ici, par exemple, si j'accède au snapshot ici, on a plusieurs états. On a par exemple has error pour voir si notre produit, par exemple notre appel il a échoué ou quelque chose comme ceci. Ou alors si on a des datas, en attendant les datas, alors le has data ici permet de savoir est-ce qu'on a eu de retour ou pas. Donc et ensuite si on a eu de retour, et le data ici plutôt s'il est nul, donc c'est qu'il n'y a pas de data encore. Et puis si on a has error, c'est qu'il n'y a pas de, on a obtenu des erreurs, on n'a pas donc eu des data. Et puis dans l'autre cas, c'est que la requête est en cours. Donc ce qu'on peut faire donc ici, c'est de rechercher donc ces deux cas-là d'abord en premier. Donc c'est faire snapshot has error par exemple pour voir est-ce qu'on a eu une erreur. Donc ce que je peux faire ici, c'est de faire quelque chose comme ceci, center. Et puis à l'intérieur, donner donc un texte ici. Non, c'est child plutôt. Child de texte. Et donc on peut récupérer aussi l'erreur, il me semble. Donc supposons qu'on peut prendre error ici. On peut avoir un toString. Alors supposons qu'on tombe dans ce cas-là et qu'on ne retrouve pas ici en 500, en 200. Donc si je supprime pas ça par exemple, et puis dans l'autre cas, je vais juste retourner quelque chose ici, juste en attendant. Je vais faire juste hello dans les autres cas, juste pour qu'on puisse tester. Alors là, has not been initialized. Donc je vais, tac. Voilà, donc failed reste lookups de ça. Donc on voit bien ici l'erreur ici qui a été déclenchée, mais par contre ce n'était pas ici. Donc si je viens à cet endroit-là, comme ceci, je peux juste comme ceci par exemple. On peut donc avoir l'exception ici que j'aurais déjà exécuté ici. Donc on voit bien ici l'exception qui a été lancée. Donc je vais remettre donc le A que j'ai enlevé au niveau de API ici.
Ensuite, donc là, il n'y aura pas d'erreur normalement. Si je réactualise, on aura donc notre texte qui est tout en haut. Donc là, on n'a pas d'erreur, donc il n'est pas rentré dans ce cas-là. On peut avoir également, si on peut tester également si on a déjà récupéré des données. Donc c'est la partie snapshot ici de has data qui nous permet de savoir si on a reçu des résultats, par exemple. Donc ce que je peux faire ici, c'est d'avoir supposons un center ici, supposons d'un child, et puis là on aura donc une liste view. Pour le moment je vais juste faire un texte ici et récupérer donc depuis le snapshot ici on a une propriété data ici qui nous permet donc d'avoir ici les données. Alors elle n'est pas annulable, on est sûr qu'elle n'est pas nulle vu qu'on a reçu les données, et donc voilà, on peut faire quelque chose comme ceci. Alors là il aura ici, vu que c'est en entier, donc je peux faire quelque chose comme ceci pour enlever cela. Donc on voit bien ici la taille des éléments qu'on a reçus au niveau de cette partie-là. Et puis là, on peut dire que in progress par exemple. In progress. Et si je réactualise, on verra notre in progress ici. Alors je vais le centrer juste pour qu'on voit ce message-là. Je vais réactualiser. On va avoir in progress et puis un moment, et ensuite ça va passer donc à la liste des produits. Alors j'ai l'impression qu'il bloque un petit peu ici. Tac, voilà, donc ça prend un petit peu de temps et puis ça reprend et on a donc les données. Donc ce que je peux faire ici, par exemple, ici on peut garder un loader si on le souhaite ici. Alors c'est circular progress indicator, il me semble, on peut utiliser celui-là. Donc si je fais ça, par exemple, je peux rajouter ici un const. On va voir juste à quoi ça ressemble. Donc on a donc ici juste un petit loader et puis on aura donc les résultats. Alors le but ici donc c'est d'avoir ici donc une liste view comme on a vu dans les précédentes vidéos, et puis on peut utiliser donc plusieurs types. Ici on peut avoir par exemple le builder à cet endroit là, le item builder ici qui va prendre quoi, qui va prendre donc qui doit retourner ici en widget. Donc le but c'est d'utiliser celui-là au maximum, par exemple le builder dans ce genre d'appel si on sait qu'on va recevoir par exemple une grande liste d'éléments. Donc je peux faire ici le contexte également, et à cet endroit-là, si je regarde le type de ça, alors c'est qu'il n'est pas annulable, le type de ça c'est build context, et puis on aura donc notre élément ici, donc c'est index, l'index dans la liste en fait de notre produit. Donc ici on a ça, si on a de la data, on aura donc une liste de builders qui doit retourner ici un élément. Donc ce que je peux faire ici, c'est de coller la partie qu'on avait ici. On a donc nos données à cet endroit-là et puis accéder donc à la partie index ici. Maintenant, il faudrait qu'on retourne plutôt comment ça s'appelle ici, une liste en fait, un tableau ou un widget en quelque sorte ici. Donc je peux faire par exemple, je peux utiliser soit un card ou quelque chose comme ceci, ou un container si on le souhaite. Donc je peux avoir ici un child ici et puis mettre à l'intérieur, soit je vais mettre un colonne pour afficher quelques propriétés ici, et on aura donc un children ici à cet endroit-là. Donc j'aurai par exemple ici, j'aurai texte par exemple, je vais juste mettre ici la partie name, le title plutôt, et puis je peux avoir la partie price ici, et quoi d'autre qu'on pourrait avoir, la partie image, on verra dans la prochaine vidéo. Donc je peux par exemple me limiter à cela. Donc j'ai besoin d'un point virgule, et puis la partie price ici, il faudrait qu'elle soit ici utilisé dans un template string en quelque sorte. Donc je peux faire quelque chose comme ceci. Si je sauvegarde, on a donc ici la liste de nos produits ici qui s'affiche. Alors là, le problème ici vient donc du builder à cet endroit-là. Il faut qu'on donne ici le count en quelque sorte, le item count. Le item count, donc c'est cette partie-là, c'est le length de ça. Comme ça ne dépasse pas. Voilà, on n'a pas un stream, donc il faudrait que ça soit limité. Voilà. Donc si je fais ça, je réactualise, tac, on a les données qui se chargent, et puis quand ça finit de se charger, on aura donc notre liste. Alors là, ça prend un petit peu de temps, je vais rafraîchir l'écran. Et qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre ici? Alors j'ai l'impression que ça marche pas. Tac, on a donc la partie length. Et quoi? C'est quoi son problème?
On a donc la liste ici, mais je ne sais pas pourquoi il a arrêté tout à l'heure. L'auto restart. Comment est-ce qu'il ne marche pas comme il se doit? Ok, donc là on a vu qu'on pouvait afficher un petit peu cette liste-là. Je peux faire d'ailleurs ici un petit padding si on le souhaite, comme ça nos listes ici, on les aura au centre ici de notre composant. Donc on a quelque chose comme ceci, et d'ailleurs à cet endroit-là dans le card, je peux avoir ici, il me semble, je ne sais pas si on a une partie padding, on a margin. Je peux utiliser peut-être les edge insets ici à all par exemple à 10 aussi. Non, c'est juste ça. Donc je peux utiliser un padding ici depuis l'extérieur en fait. Non, plutôt ici. On va y arriver. Voilà. Donc je peux faire quelque chose de 20 par exemple. Et puis là, on a donc la taille ici de notre liste qu'on peut saisir. Alors il y a un petit problème ici, vu qu'il y a certains écrans ici, il ne faudrait pas qu'on dépasse ici ces tailles-là, vu que c'est pas très lisible en fait en fonction des écrans. Il y a un autre widget qu'on verra. Alors je peux le montrer tout de suite. C'est le Safe Area qu'on peut mettre ici. Si je le mets ici, Safe Area par exemple. Donc ça nous évite donc d'aller jusqu'au bord ici, de dépasser les bords. Donc on n'aura plus besoin d'ailleurs de ce padding qui est juste là, on a juste à sortir celui-là. On peut enlever le Remove Widget. Donc on peut aller utiliser quelque chose comme ceci. Donc on ne va pas dépasser ici les bords de notre lisible de notre écran. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On va continuer sur le même exemple dans la prochaine vidéo. Et on se retrouve donc à la prochaine. Ciao!